Nous entendons beaucoup parler du microbiote depuis 15-20 ans avec une littérature scientifique et grand public très riche. Je suis le docteur Aurélie Sicot, rhumatologue et médecin du sport, et nous allons aborder ce thème. Nous commencerons d'abord par définir le microbiote, puis nous arrêterons sur ses grandes fonctions, ses rôles, ses implications en pathologie, avant de conclure sur les conseils pour prendre soin de son microbiote. Qu'est-ce que le microbiote? C'est un ensemble de microbes. Les microbes, on en a sur toute la planète, sous la forme de bactéries, de levures, de champignons, de virus, d'algues microscopiques. On en a de partout, autour des plantes, sur les plantes, dans les océans, dans les rivières, et aussi au niveau des êtres vivants, du corps humain, des animaux. L'organisme humain, il compte autant de cellules que de microbes, soit 10 000 milliards de microbes, ce qui représente 2 kg dans l'organisme. Donc c'est une quantité énorme, avec une grande diversité, 2000 variétés différentes. On vit en parfaite harmonie avec ces microbes, on a une interaction permanente, on parle de symbiose active. Et c'est une véritable signature bactériologique, bactérienne individuelle. Et cette signature est d'autant plus juste dans nos pays industrialisés où on s'échange très peu notre microbiote, où on a tendance à tout aseptiser. Donc on a une signature individuelle qui est vraiment toute personnelle. L'étude que je vous cite ici a consisté à étudier le microbiote intestinal dans des populations industrialisées versus les populations ancestrales amérindiennes qui vivent dans des conditions plus préservées, et on se rend compte qu'ils ont une diversité de microbiote beaucoup plus importante, beaucoup plus vaste que le microbiote des populations industrialisées, et ils partagent aussi beaucoup plus de bactéries entre eux. Le microbiote va mettre du temps à se mettre en place. Il apparaît dans les 3 premières années de vie. C'est une acquisition lente et le rôle du microbiote de la mère va être essentiel. Le nouveau-né, quand il est dans l'utérus, il n'a pas de microbes dans son tube digestif. Le passage de cette filière vaginale va apporter ce premier contact avec les microbes et ça va être décisif pour développer la diversité et l'abondance du microbiote. On a une influence très étroite aussi entre le microbiote et le système immunitaire. Nos microbes qui nous composent, de quoi se nourrissent-ils? Ils aiment beaucoup les glucides, des grosses molécules non digérées, des fibres, des protéines, des acides aminés. On parle souvent du microbiote intestinal, mais ce n'est pas que dans l'intestin que l'on trouve le microbiote. On le trouve sur la peau, on le trouve au niveau génital, au niveau buccal, au niveau ORL. On a vraiment des bactéries de partout. Arrêtons-nous maintenant sur les nombreuses fonctions du microbiote. Il est essentiel pour être en bonne santé. Il participe à la digestion des glucides que l'on n'arrive pas à digérer, comme l'amidon, la cellulose. Il participe à la digestion des protéines telles que la caséine du lait, le gluten qui pose des problèmes à certains. Et ces glucides indigestibles et ces protéines vont être transformés en acides gras volatiles, en acides gras à chaîne courte sous la forme de gaz. Et oui, le microbiote produit environ 2 litres par jour de gaz et ces gaz vont être utiles pour assurer une bonne trophicité de l'épithélium digestif, réguler la glycémie, la cholestérolémie, l'appétit et avoir une action anti-cancer, notamment au niveau du côlon. Il intervient aussi, ce microbiote, dans la digestion des polyphénols. Donc les polyphénols, ce sont les molécules qui vont donner la couleur aux fruits et aux légumes. Ce sont des molécules qu'on absorbe sous la forme de précurseurs et qui vont avoir de nombreuses propriétés au niveau du système antioxydant, de la détoxification, de nombreuses propriétés. Et les polyphénols ont besoin d'être activés pour devenir des molécules bioactives et ça, c'est le microbiote qui s'en charge.
prend l'exemple ici des glucosinolates que l'on trouve dans les crucifères, dans les choux, qui vont être transformés en molécules bioactives comme les isothiocyanates, la sulforafone, donc c'est des noms un petit peu compliqués, mais une fois que ces molécules sont bioactivées, elles deviennent antioxydantes, participent à la détoxification hépatique, à la protection de l'endothélium vasculaire, elles sont anticancéreuses, donc de grandes fonctions utiles à l'organisme. Le microbiote produit aussi des vitamines, la vitamine B12, si essentielle pour la méthylation, le métabolisme énergétique, ou encore la fonction du système immunitaire et du système nerveux, ce qui peut expliquer qu'un déficit en vitamine B12 peut provoquer des syndromes neuropsychiques comme la dépression. Production de vitamine K2, essentielle, indispensable pour la coagulation, mais aussi pour la minéralisation osseuse en fixant le calcium sur l'os. Et le microbiote permet de réguler le transit intestinal, participe à la trophicité de l'épithélium intestinal, à la régulation de l'utilisation des nutriments dans l'organisme. Le microbiote, il est protecteur. C'est notre protecteur de façon directe en occupant le terrain. Les bactéries du microbiote vont être là au niveau de la peau, au niveau du tube digestif et vont vraiment limiter l'installation des pathogènes par leur présence physique. Un rôle de protection indirect avec un développement du système immunitaire et c'est grâce au microbiote qu'on a ce système de tolérance qui se met en place. Quand on a une agression, un pathogène qui arrive, il va avoir un signal au niveau de l'organisme. Le microbiote va prévenir le système immunitaire comme quoi il y a un intrus qui arrive, un pathogène, pour stimuler la réponse immunitaire tout en la freinant pour éviter qu'il y ait une surréponse à cette agression. Si on a une surréponse, puisque le microbiote est défaillant, ça peut provoquer des allergies. Et quand on a une stimulation excessive contre nos propres protéines, on a une perte de cette tolérance et là on parlera de maladie auto-immune. Donc vraiment une régulation, une interaction microbiote, système immunitaire. Le microbiote nous protège aussi des contaminations comme les contaminations alimentaires. Un rôle important dans le développement de l'organisme et notamment dans le système nerveux central avec une implication entre l'autisme et un problème de microbiote. Enfin, le microbiote intervient dans le métabolisme du cholestérol. Le cholestérol, il est essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisme et notamment celui du système nerveux central. D'ailleurs, le cerveau a une véritable usine de fabrication du cholestérol puisqu'il assure la fluidité membranaire et la bonne neurotransmission. Et le microbiote va réguler la cholestérolémie en équilibrant l'élimination et sa synthèse endogène. Il intervient dans le métabolisme des acides biliaires en rendant moins toxiques les acides biliaires pour l'intestin. Il régule le taux des hormones stéroïdiennes et il régule aussi les phytoestrogènes. Les phytoestrogènes sont des molécules que l'on trouve dans les végétaux, dans les fruits, dans les légumes, les fameux polyphénols qu'on a évoqués juste avant. Et vont permettre, donc le microbiote va rendre ces phytoestrogènes actifs. On va avoir une régulation de l'appétit et de la mise en réserve des nutriments, donc ça c'est vraiment essentiel pour stabiliser le poids. Le microbiote peut être appauvri par différentes agressions. Une hygiène excessive avec par exemple des savons antiseptiques, antibactériens utilisés fréquemment ou trop fréquemment, une antibiothérapie, une alimentation pauvre en fibres puisque le microbiote se nourrit de fibres, de glucides non digérés, de protéines non digérées. Donc tous ces facteurs-là vont conduire à une dysbiose. Ça veut dire que le microbiote est affaibli. Il est appauvri, on a une perte d'équilibre et ça peut se manifester par des troubles digestifs, des ballonnements, un inconfort intestinal, des douleurs abdominales, un gonflement abdominal, problème de transit, de digestion, mais pas que, il y a aussi des troubles psychiques
de l'anxiété, une dépression, des troubles du sommeil et des allergies, notamment les allergies alimentaires. À la suite de cette dysbiose, peuvent apparaître tout un tas de maladies. Là, la liste n'est pas exhaustive, on en découvre régulièrement, mais les troubles du microbiote sont impliqués dans le diabète, l'obésité, le syndrome métabolique, avec une relation entre ce qui se passe au niveau du microbiote intestinal, le système nerveux, le nerf vague, l'obésité et le diabète. Des retentissements sur les maladies auto-immunes, puisqu'on a vu qu'il y avait une relation importante entre le système immunitaire et le microbiote pour la tolérance immunitaire et le système de frein. Donc quand ça ne fonctionne pas, création de maladies auto-immunes, la maladie de Crohn au niveau du digestif, la sclérose en plaques au niveau neurologique, la polyarthrite rhumatoïde au niveau des articulations. Les pathologies neuropsychiatriques, l'autisme, il y a beaucoup de recherches sur ce côté-là avec des pistes thérapeutiques, des syndromes dépressifs avec des intensités de dépression qui peuvent être modulées par le microbiote, des cancers, beaucoup de travaux sur le cancer, pas que le cancer colique, mais aussi le cancer du sein, le cancer de la prostate, des travaux sur le cancer du poumon, donc sur les différents cancers. Dans les maladies cardiovasculaires, on s'aperçoit aussi que le microbiote est différent par rapport à quelqu'un qui n'a pas de maladie cardiovasculaire, l'asthme, l'allergie. Pour toutes ces raisons, il est donc fondamental de prendre soin de son microbiote. Et comment on fait ? Premièrement, on évite l'excès d'hygiène. Attention au savon bactéricide, prendre sa douche 2-3 fois par jour va être délétère pour le microbiote. L'alimentation aussi, avoir recours à des aliments fermentés, pas besoin de tout stériliser, on a besoin d'être en contact avec des microbes. Et il va falloir nourrir son microbiote. Avec quoi ? Avec des microbiotiques. Donc les microbiotiques, ça englobe tout ce que je vous ai cité ci-dessous. Les prébiotiques, sous la forme de fibres, on va en revenir dessus juste après. Les probiotiques, ce sont des aliments fermentés, forme de choucroute, le pain en levain, le vin, le soja fermenté, et aussi les yaourts. Les yaourts ont été inventés en Bulgarie par Ili Mechnikov en 1917. Il a eu le prix Nobel quelques années avant pour ses travaux sur la fermentation lactique. Et pour pouvoir s'appeler yaourt, il faut utiliser deux ferments, le Streptococcus thermophilus et le Lactobacillus bulgaricus, puisque ça a été inventé en Bulgarie. Et pour la petite anecdote, lors de cette découverte du yaourt, ces derniers étaient vendus en pharmacie, montrant bien leur rôle important dans la bonne santé. On pourrait parler d'alicaments, d'aliments médicaments. D'autres microbiotiques un peu moins répandus, où il y a encore de la recherche dessus. Les actibiotiques sont des actifs antigéniques bactériens, le chardon végétal, les argiles, bien demander aux fabricants le taux de métaux lourds dans les argiles parce qu'on peut avoir des pollutions et donc ça peut être embêtant. Les terpènes qu'on trouve dans les végétaux, les agrumes, le thym, la sauge, les citroflavonoïdes de pépins de pamplemousse, les citroflavonoïdes font partie de cette grande famille des polyphénols et ils vont nourrir le microbiote quand ils sont bio, c'est important. Les limonènes, on les trouve dans les agrumes bio aussi, ils vont avoir une action anti-reflux gastro-œsophagien. Revenons un petit peu sur les prébiotiques. Comment faire une assiette prébiotique pleine de fibres pour prendre soin de son microbiote, pour bien le nourrir ? On constate que nous ne consommons pas assez de fibres, on en consomme entre 15 et 20 grammes par jour maximum, c'est ce qu'on retrouve dans les études épidémiologiques. Il faudrait en consommer au moins 30 grammes par jour. Les populations plus ancestrales qui ont un régime proche de celui du paléolithique consomment environ 100 grammes de fibres par jour. Donc, important de monter cette consommation. Les fibres, on les trouve dans les céréales complètes, dans les légumineuses, les légumes, les fruits. On a une grande variété donc,
d'aliments à disposition. Et on a une variété aussi de fibres. On pourrait entendre parler d'amidon résistant. Donc ça, l'amidon résistant, on peut le trouver dans la pomme de terre. On la fait cuire, on la laisse refroidir et 12 heures après, le lendemain, on la mange en salade. Et là, notre organisme ne peut plus digérer cet amidon, il devient résistant et il fait le bonheur de notre microbiote. Dans les fibres, on peut citer aussi la cellulose, l'hémicellulose, la pectine que l'on trouve dans les fruits, qui nous sert à faire prendre les confitures, mais aussi qui va être un très bon régulateur de l'appétit. L'inuline, l'aniline, d'autres composés phénolés. Donc on a tout un tas de fibres différentes, il va falloir les associer dans l'assiette. Vous pouvez trouver sur internet en pianotant, vous tapez tableau quantité de fibres et vous allez voir quelle va être la quantité de fibres pour 100 g d'aliments. Là, je vous propose une assiette prébiotique, une salade qui va être riche en fibres et qui va vous apporter votre quantité nécessaire de fibres. Par exemple, vous mettez un demi-avocat mélangé à 100 g de lentilles que vous avez cuites la veille, des pissenlits, 100 g de pissenlits, surtout en début de saison. En printemps, ils vont être riches en fibres, mais aussi en oméga 3. 50 g d'amandes entières, important d'avoir la pellicule marron autour de l'amande, c'est là qu'on va trouver les fibres. Donc là, ça vous fait déjà un bon stock de fibres. Vous rajoutez une boîte de sardines pour apporter les protéines, les oméga 3, EPA, DHA, essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme, agrémenté d'une vinaigrette avec la moutarde, vinaigre de vin, vinaigre de cidre, le poivre, le gingembre, éventuellement du curcuma pour avoir l'effet antioxydant, l'huile d'olive qui apportera des polyphénols et l'acide oléique, et l'huile de colza qu'on peut mélanger qui apportera des oméga 3. Une tranche de pain complet, important de consommer du pain complet et pas le pain blanc. Le pain blanc, ce sont que des calories vides, donc du sel, du sucre, mais pas de micronutriments. Importance donc de consommer la céréale complète. Une banane qui va apporter aussi des fibres, et là vous avez votre quantité de prébiotiques pour la journée. Vous ajoutez à cela un yaourt qui va vous apporter les probiotiques et votre microbiote va être choyé et sera en bonne santé. Que retenir de tout ça? Donc le microbiote, c'est un ensemble de microbes, de bactéries, de levures, de virus. On vit en parfaite symbiose avec ce microbiote, où il y a une communication, une interrelation entre notre organisme, nos cellules et notre microbiote. Il est important d'en prendre soin, puisqu'il intervient dans de nombreuses fonctions au niveau de la digestion, du système immunitaire, du développement des organes, du système nerveux. Il est protecteur, il est vraiment utile à de nombreux niveaux. Quand il ne fonctionne pas, quand il n'est pas équilibré, on parlera de dysbiose et ça peut conduire à de nombreuses pathologies, l'obésité, le diabète, l'autisme, des cancers, des maladies auto-immunes et bien d'autres encore. Donc, importance de prendre soin de son microbiote. Et comment on en prend soin? En lui apportant les fibres prébiotiques tous les jours, au quotidien, au moins 30 g par jour, avec des fruits, des légumes, des céréales complètes, des légumineuses. On apporte aussi des probiotiques sous la forme de yaourt, d'aliments fermentés, et on évite de l'agraisser avec les savons hyper agressifs, antiseptiques. Il ne faut pas tout aseptiser non plus, que ce soit au contact de notre peau ou quand on mange. Donc on évite de l'agresser. C'est vraiment ces 3 points: apport de fibres, prébiotiques, apport de probiotiques, et on évite les agressions. Et ça nous permet de renforcer notre microbiote et donc notre organisme et rester ainsi en bonne santé.